on sait être aussi profondément sérieuse. Non, en tout cas, c'était une table ronde qui, personnellement, me tenait particulièrement à cœur. Et à chacune de mes invitées également, grâce à Séverine et Valentine, qui nous permettent de partager de tels moments avec vous. Mental et affirmation de soi, réussir son évolution professionnelle, croire en soi pour aller au bout de ses rêves et de ses nouvelles envies, ou comment dépasser le regard des autres et la peur du mauvais choix. C'est beaucoup de choses à la fois. Les deux premiers mots, on va beaucoup revenir là-dessus, et à travers ça, on va dérouler pendant 1h30 grâce à elles, je vais vous les présenter dans très peu de temps maintenant, à travers leur parcours, leurs histoires, leurs outils, leurs méthodes, leurs trucs, leurs astuces, comment cela résonne chez elles, ces mots-là. Et pourquoi c'est très important. Moi, je sais que j'anime de nombreux événements, et quand il y a les femmes, on parle toujours évidemment de confiance, et on en parlera aussi, d'estime de soi. Mais moi, il y a un mot que je retrouve toujours, particulièrement chez les hommes et pas assez chez les femmes, et ce mot, je l'adore parce que je trouve qu'il est très important, c'est le mental. Et à travers le mental, il y a 1001 possibilités, opportunités qui se mettent là, et on ne l'associe pas assez aux femmes. Et on a toutes des aspérités différentes et des spécialités dans nos... Mais le point commun, leur point commun, c'est qu'en ayant des parcours différents, des histoires différentes, pour les connaître personnellement, professionnellement, elles ont ce mental-là. Et avec une acquisition qui leur est propre, parfois qui est née tout de suite, parfois qu'elles ont découvert. C'est aussi ça, pouvoir se dépasser, c'est se découvrir dans certaines situations. Et j'avais très à cœur, après je vous promets, moi je me tais, je leur transmets la parole, qu'elles puissent vous livrer ce que le mental a comme place en elle, comment il s'est révélé, à travers, bien sûr, tout le reste des enjeux qui sont exprimés là. Et qu'à un moment donné, on puisse également interagir et échanger si vous avez des questions à leur poser. Alors, à mes côtés, Magali Bâton, Aurélie Desmet, Jolie Andrès et Florence Sandis, toutes les quatre, elles ont bravé aussi le coronavirus pour venir jusque-là. Elles ont pris le train, la voiture, les transports, comme nous toutes. Et ensemble, on va partager partager et explorer à travers cet enjeu. Je vais déjà vous donner la parole et vous demander à chacune de vous présenter en quelques mots. Et puis après, on ira parcourir plein de choses et vous pourrez livrer au fil de notre exploration votre histoire et tout ce que vous avez à nous donner. Jolie, tu as le micro, je t'en prie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vois quand même qu'il y a... Ah oui, pardon, excuse-moi Jolie. Sur le slide, comme vous voyez, il y a Mélanie Guibert. Ce n'est pas Aurélie. Ça tombe bien, comme on est dans les présentations. Ouais. L'humour est au rendez-vous aujourd'hui. À ne pas perdre de vue. Pour garder un bon mental, il faut savoir continuer à rigoler. C'est très important. Petite pirouette, Jolie, je t'en prie. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle donc Jolie Andrès. Je suis franco-gabonaise. Je suis mariée, mère de 2 enfants, et puis je travaille donc chez un grand énergéticien où je m'occupe des achats. Je suis conférencière aussi, je suis auteure. Voilà. Bonjour. Il marche le micro, vous entendez toutes au bout? Okay. Je suis Florence Sandis, un peu slasheuse, donc auteure, coach, formatrice. J'ai 20 ans de télé derrière moi où j'étais journaliste, productrice, réalisatrice télé. Et je consacre depuis quelques années toute ma vie à l'empowerment des femmes, à les accompagner pour oser prendre de plus hautes fonctions, si c'est ce qu'elles souhaitent. Et c'est pour ça que j'ai créé une société qui s'appelle Briser le plafond de verre. Et mon dernier livre a également ce nom-là. Et je préside le Média Club L, qui est une association que j'ai créée et qui œuvre pour plus de parité dans les médias, donc qui regroupe 700 à 800 femmes et hommes, puisqu'on est pour l'inclusion des médias, afin qu'il y ait une meilleure représentation des femmes dans les médias. Voilà. Alors, bonjour à tous, moi c'est Aurélie, souvent on me connaît par mon prénom et non pas par mon nom de famille, mais j'en ai un aussi, il s'appelle Desmet. Alors moi je suis gérante d'une société, d'une menuiserie, c'est pas commun pour une femme, et également je suis participante de 3 éditions de Pékin Express et une actuellement qui est en diffusion. Voilà, je suis aussi maman
de 2 enfants, je le rappelle, parce que c'est vrai que c'est aussi important, ça fait partie de notre quotidien. Et donc aujourd'hui aussi, je suis là pour vous, toutes et tous. Merci. Donc moi, je suis la dernière, je suis Magali Bâton. J'ai ma singularité, hein, et en tout cas, je pense que je suis ici parce que j'ai été sportive de haut niveau. J'étais 3e au championnat du monde de judo, 5 médailles européennes. T'as tout mis, alors j'y vais, je déroule. Hein. On y va de bon cœur. On a parlé marketing de soi ce matin. Ouais. Je suis allée franco. Là. Non, mais j'ai appris que c'était important aussi de le dire, de ne pas se cacher derrière tout ça. Donc voilà, je le dis, même si c'était qu'une petite partie de ma vie finalement, puisque suite, vous savez, la singularité, la particularité en tout cas des sportifs de haut niveau, c'est qu'on doit se reconvertir, on n'a pas le choix. Donc voilà, donc j'ai entamé ma reconversion dans un premier temps en faisant de la préparation mentale et en restant dans le monde du sport. Et puis après, je suis allée me former au coaching à HEC pour pouvoir aller voir ce qui se passait dans le monde de l'entreprise et accompagner des hommes et des femmes sur les problématiques professionnelles qu'ils rencontraient. Et je pense que peut-être qu'il y aura une question, je ne sais pas, sur la singularité des femmes que j'accompagne. On verra ça. Je te laisse la main là-dessus. Ah bah alors, je vais rebondir sur la préparation mentale. Moi, j'ai attaqué avec le mot mental et tu as parlé de cette préparation mentale, notamment dans le changement, ou quand on est en transition, en reconversion, ça s'y prête. Qu'est-ce qu'une préparation mentale et comment, en tant que sportif, toi, tu fais le pont entre préparer un rendez-vous, parce que quand on est sportif, quelle que soit la compétition, le championnat, quel que soit son domaine, c'est un rendez-vous avec les autres, mais je crois d'abord avec soi-même, parce qu'être là pour soi à un rendez-vous, quand il y a beaucoup d'enjeux, c'est pas évident. Et alors, comment, toi, ça se traduit par quoi, ce rendez-vous-là avec soi-même et cette préparation mentale ? Effectivement, le pont, il est évident. C'est-à-dire qu'un sportif qui va préparer une compétition, quelle qu'elle soit, un jour J, et puis quelqu'un qui va préparer un événement, une rencontre, que ce soit un entretien d'embauche, que ce soit un contrat commercial, que ce soit, etc. C'est exactement la même chose. Les leviers, hein, les appréhensions, enfin les freins qu'on peut avoir sont exactement les mêmes. Donc du coup, le pont, il était assez facile. Et donc, alors... Je peux dire comment je prépare. Enfin, c'est ça que tu veux. Oh bah écoute, tant qu'à On y faire. va direct, tu vas dans le dur direct. Ok. En fait, moi, j'ai mis en place un protocole de 4 séances simplement pour accompagner que ce soit les sportifs ou les personnes qui préparent une échéance, où on va balayer sur la première séance tout ce que c'est que le stress, tout ce qu'on met dans le mot stress, etc. Le deuxième, plus ciblé sur la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est ? Comment on fait pour avoir confiance en soi ? Le troisième, c'est sur l'approche de l'événement. Et puis, après, tout est fait. Après, il se passe ce qui doit se passer et on fait un débriefing. Et en général, ça se passe bien. Ça ne veut pas dire que tous les gens que j'accompagne réussissent. Mais en tout cas, s'ils échouent, ce n'est pas pour des raisons mentales. Voilà. On reviendra sur les mots que tu as évoqués au fur et à mesure de cette heure et demie, le stress, la confiance en soi. Je voulais te demander par rapport là à ce qu'on vient déjà d'aborder. Toi, tu m'as dit le mental. Moi, mon mental, il s'est révélé face aux obstacles. Tu t'es présenté en quelques mots, mais pour nous en dire un peu plus, quelle est ton histoire ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, je crois que tu as été baigné par un papa militaire qui t'a bercé avec tes frères et sœurs ou dans cette question mentale, mais dont tu n'avais pas besoin à ce moment-là de ta vie et ça passait comme ça. Et un jour, une autre période de ta vie, c'est finalement ce qui était enfoui en toi qui s'est révélé extrêmement précieux dans la construction de ta vie de femme. Oui, exactement. Ça rejoint un peu le point que tu disais. On se découvre, plus on évolue, plus on grandit, plus on change d'environnement. En tout cas, ce qui a été mon cas, on se découvre des qualités qu'on ne s'imaginait pas forcément. Alors moi, pour mon origine, donc moi je viens du Gabon, comme je le disais. Donc je viens d'une famille plutôt favorisée. Mon père, il était le bras droit du président. Donc je vivais dans des conditions plutôt très bien. Je dis ça parce que c'est vrai qu'on a beaucoup l'exemple aussi de l'immigration où on est venu en Europe chercher bonheur. Moi, ce n'était pas mon cas. Je venais en Europe pour faire mes études avec l'objectif de retourner dans mon pays, travailler, où j'avais déjà même une carrière qui était préparée. Et puis, il se trouve que j'ai rencontré l'amour. Ça a tout bouleversé. Et l'amour avec un blanc.
Deuxième bouleversement. Alors, pour la petite histoire, hein, moi, je me disais, voilà, je viens du Gabon, on est 1 million d'habitants, on est un pays relativement riche. J'avais pas besoin de rencontrer quelqu'un de différent. Et puis, bah, le cœur, il a ses raisons. Et je suis tombée donc, sur un Français. Donc, quand j'ai annoncé à mon père déjà que j'allais me marier, il m'a demandé, mais avec le fils de qui, hein? Soit dit en passant, le fils de quelle bourgeoisie gabonaise? Non. Et quand je lui ai dit un blanc, il y a eu un blanc. En Afrique, on dit son sang est parti en brousse. Ça veut dire qu'il a failli faire un infarctus. Mon père était déçu. Et il m'a dit 2 choses. Il m'a dit, mais tu ne seras qu'une immigrée en France et puis tu n'auras jamais un véritable travail. Évidemment, je ne l'ai pas cru. J'étais amoureuse. Je vivais à Paris, hein, Paris, ville de la modernité. Donc pour moi, il n'y avait pas de différence liée à mon genre. Et j'arrive en France, j'intègre une grande entreprise, un groupe pétrolier, en stage, je suis assez fière de moi. Je commence à travailler, le groupe veut me garder, et puis à un moment donné, il n'y a pas de poste fixe, on me propose un poste en attendant. Donc l'intérim, qui était une solution provisoire, a juste duré 10 ans. Donc pendant ces 10 ans, voilà, j'ai dû faire appel et j'ai découvert finalement que j'avais des ressources en moi, puisqu'il fallait que je dépasse la dévalorisation, hein, que l'on peut avoir quand on vient juste un peu comme un bouche-trou, en me disant à chaque fois, quand je disais, bon ben là, il n'y a toujours pas un poste. Ah non, il n'y a pas de poste, mais par contre, il y a une autre mission d'intérim pour toi. Donc j'ai fini par découvrir toutes ces forces, en tout cas tout ce que mon père m'a inculqué, parce que malgré le fait qu'on ait une position sociale très favorable, mon père nous éduquait, donc nous, mes frères et mes sœurs, en nous inculquant les valeurs du travail, en nous disant, voilà, soyez des femmes fortes, mais à l'époque, je ne voyais pas forcément la nécessité. Merci Jolie. Florence, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça déjà là, après avoir entendu Magali et Jolie intervenir par rapport à cette notion de mental Alors, le mental, bien sûr, c'est phénoménal. Mais Alors, il faut bien, alors, je vais le coller à mes lèvres. Mais dans le mental, on en parlera peut-être tout à l'heure, il ne faut pas oublier que moi, dans nos justement, sociétés occidentales, on a l'habitude d'être que dans le mental. Et je trouve que ça serait important, et je crois que ce n'est pas l'ancienne sportive qui me contredira, de bien avoir conscience qu'on est fait avec le mental, le cœur et le corps. Et que je pense que pour avoir confiance en soi, c'est important aussi d'être bien dans son corps, dans sa posture et aussi dans ses émotions. Hein. J'ai du mal, moi, à complètement traiter que le mental seul. Voilà. D'autant que tu l'as évoqué, tu as écrit un livre et une entreprise sur briser le plafond de verre. Je trouve que ça incarne bien ce que tu viens de dire, puisque pour briser quelque chose, on a tout de suite une notion de mouvement. On visualise quelque chose de très fort et qui a un impact tel que ça permet de faire voler en éclats quelque chose. Et que c'est une alliance tête et physique, et qu'à un moment donné, c'est un rassemblement. D'ailleurs, toi, quand... tu as choisi ces termes de briser le plafond de verre. Pourquoi? Ça représentait quoi pour toi à ce moment-là? En fait, je suis partie du constat, tout simple, à partir de 2015-2016. Et on en parlait aux États-Unis, personne n'en parlait en France. Quand je parlais de plafond de verre, on me disait plafond quoi? On oublie ça. Plafond, les gens ne comprenaient pas plafond de verre. Même Serge Julie, quand je lui ai dit que j'allais appeler mon livre Briser le plafond de verre, il m'a dit oh, fais pas ça, tu sais, plafond de verre, à partir de la présidentielle de 2017, tout le monde va associer ça à Marine Le Pen, au présidentiel, ce qui n'a pas été le cas du tout. Et donc, j'ai tenu bon. Mais je suis partie du constat qu'on vit quand même une époque extraordinaire. Et ça, il faut s'en réjouir. C'est-à-dire qu'en 50 ans, la place des femmes a plus évolué qu'en 5000 ans d'histoire. C'est-à-dire qu'on a une chance folle, toute, d'être à ce moment-là de l'histoire de l'humanité où peut-être pour la première fois, on va atteindre l'égalité. Au moins nos enfants, nous, je ne sais pas, je l'espère. Les femmes sont plus diplômées déjà que les hommes, hein, les bac plus 5, 60% de femmes en bac plus 5, plus de 60% de femmes en médecine ou à l'école de la magistrature, etc. Mais quand on regarde les postes de direction, seulement 17% de femmes. Et quand on regarde les CEO, PDG, seulement 2% de femmes. Donc là, c'est le gap, quoi.
le gap. Pourquoi? Il y a 20 ans, quand je faisais mes études, on nous disait toutes, voilà, on se disait c'est bon, nos mères, nos grands-mères ont fait le boulot, on est dans les mêmes grandes écoles que les garçons, on va y arriver. Et puis 20 ans après, on se dit mais les postes, les hauts postes, ils sont occupés pratiquement que par des hommes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je suis partie de là. Évidemment, il y a des freins externes que la société aujourd'hui vraiment essaie de contrer. On a des lois, on a la loi Pacte récemment, on a eu la loi Copé-Zimmermann pour plus de femmes dans les administrations, qui ont eu beaucoup d'effets, qui ont fait que, voilà, on a permis à des femmes de rentrer dans l'administration. On est parti de 11% quand même. On a dépassé l'objectif de 40, on est à 46, 47. Finalement, même les présidents qui étaient de conseils qui étaient contre se rendent compte que ça a professionnalisé les conseils et que c'est une bonne chose pour tous. Bon, on a du mal dans les COMEX, mais ça va venir. Et on se rend compte que, voilà, maintenant, avec la loi PAC, les accords pénicaux, les index pénicaux, il faut remplir des cases. Donc, les entreprises sont obligées de faire monter les femmes. Donc, ça, c'est bien. Mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de freins qui viennent de nous-mêmes, parce qu'on s'auto-limite. Mais la bonne nouvelle, c'est comment est-ce qu'il dépend de nous, on peut agir dessus immédiatement. Et là, on va rencontrer le mental. Mais c'est normal qu'on ait ces freins parce qu'on hérite de millénaires de domination masculine. Donc, on ne nous a pas envisagé au plus haut poste. Moi, mon fils, il avait 6 mois que 3 personnes, et même ma propre mère, comme il montrait des signes d'éveil, ils m'ont dit « Ah, ce sera un futur Premier ministre ». Je dis « What ?» On m'a jamais dit ça. Moi, j'avais fait Sciences Po, machin. J'étais toujours première de la classe. On m'a jamais envisagé Premier ministre, ni même maire d'un tout petit village, quoi. Nous, on peut, là, si tu mes le parents veux. m'aimaient On beaucoup. peut dire, oui, Florence, tu seras Premier ministre. Et présidente, effectivement, pourquoi pas. Attends. Et c'est pas par malveillance que mes parents m'aimaient très bien, beaucoup. Donc, c'est juste qu'on n'envisage pas les femmes au même poste. Donc, il faut faire cet effort nous-mêmes, de nous envisager nous-mêmes au plus haut poste et de nous autoriser. Hein, c'est ça le premier déclic, c'est comment on s'autorise. Comment on se dit, c'est pas la carrière ou être une bonne mère. Je peux être une bonne mère, une bonne épouse, sans être parfaite, déjà abandonner le mythe de la perfection. C'est dire c'est pas l'un ou l'autre, ça va être l'un et l'autre. Je sais que c'est pas toujours facile concrètement. Il y a des métiers où c'est compliqué, où on n'est jamais là. Mais voilà, comment on fait en sorte, si on veut vraiment le faire, d'y arriver et de trouver les moyens de le faire. Aurélie, moi, il y a une image qui, je trouve, incarne totalement ce qu'on vient d'entendre. C'est Aurélie, c'est une photo qui est extraite de la semaine dernière, donc de l'émission Pékin Express dont tu as parlé, qui est l'épreuve d'immunité de cet premier épisode. Et on a Aurélie, et donc dans le mental où tu parlais de cet assemblage, et Magali, mais jolie aussi, tête et corps, où Aurélie est comme ça. Dans un truc où c'est juste pas possible normalement. Et je te l'ai mis en légende parce que cette photo, j'ai dit, toi et ton mental et toi, je vous aime, parce qu'on a tout. C'est-à-dire qu'on a la concentration physique dans la tête, et on sent que tu parlais du cœur, très justement, que c'est là aussi parce que l'envie d'y arriver, c'est le moteur qui lui fait battre le cœur à ce moment-là. Et il y a 2 petites puces, hautes comme 3 pommes, je me permets, je fais la même taille, qui sont Aurélie et sa sœur, qui sont à ce moment-là concentrées dans cet élan pour remporter un truc où leurs adversaires sont plus grands, déjà, et potentiellement plus expérimentés dans cette épreuve-là. Il y avait un binôme qui l'avait déjà vécu. Et toi, tu es là. Et vous remportez évidemment cette épreuve, la première manche et la deuxième manche, parce qu'il faut tenir jusqu'au bout une concentration et une volonté. Et voilà, je démarre là-dessus avec cette image, parce qu'on a eu la chance, c'était il y a 10 ans 12 même. Il y a 12 ans, de vivre notre premier Pékin Express ensemble. Moi, côté production, hein, c'était beaucoup moins dangereux. Aurélie sur le terrain avec sa sœur. Oui, on est d'accord. C'est vrai, les coulisses sont... Et tu vas nous le raconter, mais c'est vrai que c'est à travers, Jolie nous le disait, à travers ce qu'elle a découvert en France, qui l'a propulsée dans un nouvel élan aussi mental. Magali dans le sport et la discipline sportive. Florence, toi, devant ce fait qu'on ne te propose même pas d'être Premier ministre, qui est une honte. Et vraiment, on va s'en reparler après. Et toi, Aurélie, dans ton parcours, pro comme perso, c'est cette aventure Pékin Express qui a débarqué dans ta vie il y a 12 ans, qui fait qu'à un moment donné, tu as enclenché quelque chose et que tu as découvert des facettes de toi que tu ignorais,
mais qui aujourd'hui je vais te laisser la parole pour en parler, mais effectivement, t'ont permis aussi d'être ce que tu es en tant que femme, en tant que maman, mais aussi en tant que femme professionnelle, puisqu'aujourd'hui tu es rentrée dans l'entreprise familiale, mais c'est toi qui la dirige. C'est pas, voilà, il y avait le reste de la famille, mais c'est toi. Tout, tout ce qui fait qu'à des moments dans nos vies, quelle que soit notre histoire, on peut transformer ça en quelque chose de très fort, très puissant, parce qu'on va aller à l'intérieur de soi et se révéler. Tout à fait. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire parce que, évidemment, moi, j'ai commencé, j'ai fait énormément de boulot. Donc, je me suis longtemps cherchée. J'ai d'abord été en ressources humaines, après je suis passée à la communication, après j'ai fait du recouvrement. Et puis, un jour, je m'inscris à un programme, à une aventure humaine en fait qui s'appelle Pékin Express, auquel je remplis avec ma sœur tout bêtement une candidature. Elle habitait Paris et donc elle me disait on va s'inscrire à des castings, tu vas voir, ça va être super parce que j'ai besoin de te voir. Donc je lui ai quand même précisé qu'on n'était pas mannequin parce que je ne sais pas pourquoi elle voulait qu'on s'inscrive à des castings. Je pensais que les castings c'était que pour les mannequins, donc pour vous dire voilà. Et puis elle me dit non, tu vas limitant déjà. C'est ça, ouais. Et puis elle me dit non, tu vas voir, c'est super, c'est une aventure, tu as 1 euro par jour et puis tu parcours quelques pays et donc tu dois te débrouiller et puis tu dors chez les gens, ça va être super canon quoi. J'ai dit ok, d'accord, si tu veux, de toute manière moi j'étais persuadée qu'on n'allait jamais être prise, pour être franche avec vous, et puis évidemment on passe le casting et on réussit à être sélectionné. Alors là, le premier choc dans ma vie parce que je me dis je suis intéressante, quelque chose de vraiment important et je m'en rappellerai toute ma vie. On voit que... Intéressante grâce au regard des autres, finalement. Oui. On parle souvent du regard des autres en voilà. poids, en négativité, mais ça peut être aussi ce qui nous permet de nous révéler à nous-mêmes. Exactement. Et donc je me suis sentie intéressante au regard des autres. Et ça a été, je pense, le premier déclenchement. Et puis après, il a fallu que je fasse ma valise et que je ne comprenne absolument pas ce qu'il allait m'arriver. Et je pars dans cette aventure de Pékin Express auquel je me découvre totalement. Et je me rends compte qu'en fait, dans notre binôme, je suis un vrai soutien pour ma sœur et que à côté de ça, il y a des épreuves physiques, des épreuves mentales et que d'un coup, en fait, je me concentre sur moi-même, j'essaie de dépasser mes limites, de me dire que oui, on est 2 petits bouts de femmes et que même si on est 2 petits bouts de femmes, on peut peut-être y arriver, même si au départ, personne ne croit en toi. Hein. C'était à l'époque où les blondes, en plus, étaient un peu légères. C'est révolu. Voilà, c'est complètement révolu. J'espère qu'on a un peu contribué à tout ça. Mais en tout cas, à l'époque, c'est vrai qu'on donnait pas cher sur nous. Et au fur et à mesure de l'avancée de cette aventure, on a gravi les étapes et on est arrivé en finale de cette belle aventure, donc en 2008. Ça a changé ta vie parce que quand tu es rentrée, tu viens de le dire, tu t'étais découverte, notamment on entend souvent ce mot d'audace et oser, et c'était en fait dans Pékin, si on ne veut pas repartir directement en étant éliminé, il faut oser. Il faut oser aller demander de l'aide à des gens pour l'hébergement, pour la voiture, sinon on sort de la course. En fait, toi, tu as découvert à ce moment-là le moteur qui te permettait de te dépasser. Et que tu as mis en action après dans ta propre vie, où tu as transféré quelque chose que tu avais vécu. Alors, tu as fait d'autres petits tests encore pro, animatrice télé, d'autres choses encore, jusqu'à ce qu'à un moment, l'appel de l'entreprise où tu ne voulais pas, depuis toujours, venir travailler, et en fait, tu t'es dit, mais et pourquoi pas? Et pourquoi je ne serais pas légitime là-dedans? Et pourquoi je n'aurais pas ma place à faire là-bas, moi aussi? Et aussi, pourquoi je ne dépasserais pas mes peurs, en fait. Et ça, pour moi, ça a un vrai sens. Et c'est vraiment très important parce que à chacun son défi. Mais moi, c'était une entreprise familiale. J'avais mon papa qui l'avait créée de toutes pièces, un frère qui travaillait déjà dedans et une sœur également. Et pour moi, je n'avais pas forcément ma place. Et surtout, j'avais une énorme peur de me dire, encore une fois, je ne suis pas capable de. Et puis un jour, en
en me rappelant tout ce que j'avais pu donner dans cette aventure que j'avais fait, je me suis dit, mais tu as réussi à faire tout ça, mais pourquoi aussi tu dépasserais pas un peu tes peurs et te dire que toi aussi, en fait, quelque part, tu es capable de faire ça, de faire peut-être des grandes choses pour toi et aussi de tester et peut-être de dire que ça sera peut-être un échec, mais en tout cas, tu n'auras pas de regret de l'avoir fait et d'essayer en fait. Et ce jour-là, j'ai eu un vrai déclic, j'ai abandonné tout le reste et je suis allée voir mon père et je lui ai dit, écoute, papa, tu as raison, vous me demandez depuis un certain temps de rejoindre l'entreprise familiale, ok, je suis prête. Et donc, j'ai rejoint l'entreprise familiale. Je suis arrivée en étant responsable qualité dans cette entreprise. Ça s'appelle ABC Organisation. On est 30 salariés dans l'entreprise. Et puis, donc, au fur et à mesure, j'ai remis en place certaines procédures, etc. Pour vous expliquer un petit peu mon boulot. J'ai appris à connaître aussi l'entreprise, sa culture, de travailler aussi en famille avec mon frère, ma sœur, mon père. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le métier était passionnant, que j'aimais de plus en plus travailler avec les collaborateurs que j'avais dans l'entreprise. Et puis, au fur et à mesure, je m'amusais à manager un petit peu tout le monde. Et un jour, mon père est venu vers moi et m'a dit, Aurélie, je souhaite aussi que tu reprennes l'entreprise et qu'on te nomme en fait directrice générale de l'entreprise. Oh, alors là, waouh, je me suis dit, mais moi, t'es sûre, mais moi, quoi. Enfin, est-ce que moi, Aurélie, je suis capable aussi de pouvoir en fait t'égaler quelque part et continuer à pérenniser cette entreprise familiale et d'être un soutien pour mon frère, pour ma sœur et d'être une vraie équipe tous les trois, parce qu'il souhaitait prendre sa retraite. Et là, une grande peur, encore une fois, est arrivée en moi et je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sauve? Est-ce que moi aussi, je prends mon sac et je m'en vais parce que je ne vais pas réussir à affronter mes peurs. Et puis, encore une fois, j'ai décidé de relever le défi et de me dire, arrête d'écouter tes peurs, mais va au-delà de ce que tu as envie et de te dire que toi aussi, encore une fois, ce mot-là a vraiment du sens chez moi, tu es capable de. Et voilà comment j'en suis arrivée là. Merci Aurélie. Magali, pour faire écho à ce que vient de partager Aurélie, tu m'as dit quand on avait préparé cette table ronde et qu'on parlait de mental et d'affirmation de soi, en quoi ce qu'il y a dans ma tête, cela peut m'aider ou me desservir et si je prenais conscience de ce qu'il y a dans ma tête. Et dernièrement, tu as partagé une anecdote d'un vécu dans ton parcours de sportif de haut niveau où tu perds une rencontre et tu te dis, c'est pas elle qui a gagné, c'est moi qui ai perdu. Ça correspond à quoi ça ? En fait, j'ai plein de... Avec tout ce que j'ai entendu, j'ai plein de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir. Je pense que je veux ou je réponds à ta question. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, je pense que c'est important d'apprendre à regarder en soi ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de pas bien et de ne pas en avoir peur. J'entends vos histoires et je me mets à votre place, vous dites, ouais, mais bon, elles sont médaillées mondiales, elle a fait Pékin Express. Mais la réalité, c'est que toutes, et tous, parce qu'il y a quelques monsieur, vous avez tous réussi des choses. Et donc, pas besoin que ce soit des choses hyper importantes. C'est plutôt de regarder, de revisiter vos réussites, petites ou grandes, et de regarder ce que vous avez mobilisé pour y arriver. Parce que c'est ça que vous allez pouvoir réinvestir. Et dans ce que tu racontes, quelque part, tu as réinvesti des choses que tu avais été capable de mettre en œuvre à un moment, dans des circonstances particulières. Et puis après, tu te dis, et si je m'en servais ? Et ça, on est toutes capables de le faire. Sauf que, et je rebondis sur ce que tu disais, on ne s'autorise pas forcément. On a ces fameux freins qui disent, non, ça, c'est pas pour moi. C'est hyper féminin. Non, mais c'est vrai. Les garçons, enfin les hommes que j'accompagne, ça se décline pas du tout de cette manière-là. Je suppose que toi, tu es coach aussi. Je veux dire, un gars, quand on lui propose une promotion, il dit oui. Il dit oui.
Même s'il sait que si jamais il dit pas OK, il dit d'accord, OK. Il y va, il n'a pas le niveau, il n'est pas bon pour le faire, mais il apprend. Il dit oui, il dit c'est combien? Tout à fait. Non, il dit et je veux ça. C'est ça. Alors que nous, quand on nous propose ça, c'est ah bon, mais pourquoi moi? T'es sûr? Quel risque tu prends, etc., etc. Et du coup, autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est la notion de zone de confort. C'est comment est-ce que chacune, on accepte à un moment donné de sortir de notre zone de confort. Parce que c'est sûr qu'il y a toujours, alors c'est une autre manière de parler d'audace et de prise de risque quelque part. Mais dans chaque réussite, comme dans chaque échec d'ailleurs, il y a toujours des apprentissages. Et dites-vous que des gens qui réussissent aujourd'hui, ils ont échoué hier. Ça n'existe pas. Enfin, moi, je viens du monde du sport. Ça n'existe pas des sportifs qui ont tout gagné. C'est impossible. Alors, d'habitude, je parlais de Teddy Riner, mais là, il vient de perdre. mais je veux dire, quelqu'un comme Teddy, il a été invaincu pendant 10 ans. Mais ce n'est pas parce qu'il a été invaincu pendant 10 ans, d'abord qu'il n'a pas perdu il y a 15 jours, enfin il y a un mois, mais qu'avant, il n'avait pas perdu. Et il a su se remettre en question à chaque fois. Et après, le débat qu'il y a dans le judo aujourd'hui, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est le bon moment, etc. Mais peu importe, je pense que de toute manière, ça ne peut que lui servir, d'autant plus le connaissant. Toi, c'est ce que tu as vécu un moment. Un jour, tu es dans un, je ne sais plus quel championnat, mais où tu peux potentiellement, évidemment, ou perdre ou gagner. Et tu te souviens de ce qui a fait que tu as perdu en amont. Et c'est aussi regarder avec lucidité, tu le disais, ce qu'on arrive bien à faire. Là où on n'a pas été présente pour soi, pour X raisons, être capable de le prendre factuellement pour le retourner à son service et non plus contre soi. C'est ça. L'anecdote que tu relatais, c'est ça. C'est qu'un jour, je rencontre une fille, c'était un championnat de France, et donc je perds contre elle. Et le déclic, pour moi, ça a été quand on prend la douche, évidemment, après la compétition. Avant de rentrer, c'est mieux. Et j'étais donc je sors de la douche, et il y avait un grand miroir. Et donc, je me sèche, puis je me regarde dans le miroir, et je n'arrivais pas à me regarder dans les yeux. C'était juste entre moi et moi, mais je me suis dit, mais en fait, quelle honte, t'as perdu contre elle, quoi. Et alors, quand je me disais, mais elle fait un judo pourri. C'est vrai que c'était quelqu'un qui n'avait pas un bon judo, mais n'empêche que c'est une nénette que j'ai jamais battue. Je l'ai rencontrée, je sais pas, 2 ou 3 fois. Et elle m'a toujours battue avec son judo, parce qu'elle elle savait comment me faire déjouer en termes de judo, etc. Et alors, bon, je me suis remise en question, ça ne m'a pas permis de la battre après. T'en as battu d'autres. Ouais, mais je suis pas sûre de l'avoir réaffronté après. En tout cas, je suis partie au jeu à sa place. On va dire que non, tu l'as jamais recroisé après. Non, mais je pourrais embellir le truc, mais je préfère vous dire la vérité. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce qui était important, c'est de me dire, mais en fait, c'est toi qui, à un moment donné, n'a pas été capable aussi de t'adapter à ce qu'elle te proposait. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle avait su très bien faire, c'était, elle avait bien analysé voilà, comment moi je combattais, et du coup, elle m'empêchait de m'exprimer. Chose que j'ai pu réinvestir après, en me disant, mais capitalise là-dessus. Capitalise quelque part. Qu'est-ce que ça t'apprend, cette défaite? Et garder en tête que chaque défaite, chaque échec porte en lui les germes de vos victoires à venir. Vraiment, ça, c'est important. Comment on fait pour ne pas perdre confiance à ce moment-là, ou ne pas perdre son estime de soi? C'est quoi les différences déjà entre les deux, Magali? Alors, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fondamental, beaucoup plus profond que la confiance en soi. C'est-à-dire que l'estime de soi, c'est quelque chose qui se construit, les psychologues disent en général, dans les 3 premières années de la vie, et ça se construit à partir de ce qu'on comprend, de ce qu'on intègre, de ce qu'on intériorise, de l'amour qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas. C'est un peu différent de l'amour qu'on reçoit pour de vrai, hein. C'est ce qu'on en comprend. Donc des fois, vous pouvez recevoir beaucoup d'amour, mais pas bien le recevoir. Voilà. Donc a priori, ça se jouerait dans les 3 premières années. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus superficiel. C'est presque un vernis quelque part. La confiance en soi, c'est la croyance que j'ai en mes capacités à réussir quelque chose. Donc en gros, je peux avoir... donc les 2 éléments peuvent être décorrélés. Vous pouvez avoir une très mauvaise estime de vous, penser pour plein de raisons que vous êtes quelqu'un qui ne vaut pas la peine, que vous n'y arriverez jamais dans la vie, etc. Et pour autant, être une tueuse à gages par rapport à telle habilité. Inversement, vous pouvez avoir une très bonne estime de vous, penser que vous êtes quelqu'un de bien, etc. Et par contre, complètement vous effondrer quand il s'agit de prendre la parole en public. Enfin, je dis ça, mais dans le sport, je pourrais donner des exemples dans le sport. Donc, c'est 2 choses qui sont décorrélées. Après, évidemment, idéalement, c'est bien d'avoir une bonne estime de soi et une bonne confiance en soi.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'en préparation mentale, en tout cas, voire même en coaching, mais ça c'est un débat que j'ai avec certains de mes collègues coachs, c'est extrêmement compliqué de travailler l'estime de soi. Je pense que c'est un vrai travail qu'on engage avec un psychologue et qui nécessite beaucoup plus de temps. Florence, pour rebondir sur ce que vient de dire Magali. Il y aurait plein de choses, mais je ne veux pas monopoliser la parole. C'est vrai que l'autodiagnostic de ces échecs est très important, parce qu'en France, on n'aime pas, on veut pas, on pense que si on a un échec, on est nul. Donc il y a cette peur de ne pas avouer ses échecs. Et en fait, c'est les dénier, on n'avance pas. Au contraire, c'était Mandela qui disait je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et l'autodiagnostic d'un échec, c'est tout simple, c'est regarder qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, et surtout se demander qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois pour que cette fois-ci ça marche. Mais se poser la question, qu'est-ce que je peux améliorer? Et là, vous avancez vite. Sinon, sur tout ce qui empêche, tous les freins, certes, en coaching, on ne peut pas faire évidemment un travail de psychologue, mais parfois, on fait des choses qui sont drôlement utiles et vraiment très efficaces, vite. C'est travailler sur les croyances limitantes. On a toutes des croyances limitantes. Elles viennent de ce qu'on a entendu. Donc, évidemment, je vais vous faire un truc à 2 balles hyper vite, mais on prend évidemment plusieurs séances en coaching quand on le fait. C'est de noter tout ce que vous avez entendu qui peut être négatif, petit. Genre, attention, on ne fait pas ça, tu vas tomber. Ou, c'est pas pour les filles. Oh, là, c'est trop risqué. Lâche pas la proie pour l'ombre. Tout ce que vous avez entendu, ça, c'est des parents, des éducateurs, des maîtresses, des maîtres. Et vous vous demandez, qu'est-ce que ça a construit comme croyance en moi? Par exemple, c'est pas pour les filles, ok, c'est pas pour moi. Ou, faut pas que je prenne de risques, puisqu'on me dit toujours, tu vas tomber, faut pas que je prenne de risques. Ou, de toute façon, je pourrais jamais dépasser mon père. Ou, donc, même avec toute la bienveillance, les parents ont voulu nous protéger. Quand on dit fais attention, on ne tombe pas, c'est pour nous protéger. Sauf que nous, on a après cette croyance négative que si je prends des risques, je ne vais pas y arriver. Et donc, quand vous arrivez à identifier ces croyances limitantes, parce que j'ai fait l'école centrale d'hypnose aussi pour le plaisir il y a 15 ans, l'hypnose, c'est incroyable. L'auto-hypnose, c'est incroyable pour changer. Et donc, de vous dire, OK, donc ma croyance limitante, par exemple, c'est j'ai peur de tomber, par exemple. Qu'est-ce que je fais pour engrammer une croyance positive, au contraire, stimulante? C'est un peu la méthode Coué. On se rend compte que plus on pense à une chose, si on pense je vais tomber, je tombe. Parce qu'inconsciemment, le mental dicte au reste du corps de tomber, donc il va tomber. Par contre, si je pense au contraire que plus je prends des risques, plus je réussis, eh bien, je vais réussir dans la prise de risque. Mais simplement, pour pouvoir l'engrammer, il faut l'ancrer. Donc là, on va chercher en effet des moments où, malgré tout ce qu'on a entendu, quand on a pris des risques, ça a marché. Des petites choses, mais on ancre ces choses-là pour donner une preuve, une réalité à cette croyance qu'on veut engrammer. Et cette croyance positive, on se la répète. Alors, on dit en auto-hypnose à peu près 30 jours, donc pendant 30 jours. Et comme je vois qu'il y en a qui prennent des notes, pour que ça marche, vous faites une croyance, quand vous écrivez votre phrase d'auto-hypnose, il faut qu'elle soit forcément au présent, qu'elle soit plutôt à l'actif et qu'il n'y ait pas de négation. C'est pas je ne ferai plus ça ou je n'aurai plus peur, c'est à partir de maintenant, j'ai de plus en plus confiance, ou plus j'ai confiance, plus je réussis. Le côté progressif, plus j'ai confiance, plus je réussis, est bien pour engrammer des croyances positives. Et vous verrez, c'est assez magique, ça marche. Ce qui est fou, c'est que finalement, quand on fait ce travail, on se retrouve à... On a parlé hier beaucoup de connaissance de soi, et donc à défricher qui on est vraiment, et à trouver peut-être sa véritable identité. Et sa singularité, des choses qui nous composent, nous, et qui sont fondamentales pour pouvoir avancer avec soi-même. Alors, tu sais bien, c'est ma baseline et c'est le fil rouge de tout mon travail. Votre singularité est la clé de votre succès, parce que j'y crois vraiment. C'est-à-dire que souvent, on répond aux injonctions de la société, aux injonctions qu'on se met nous-mêmes de ce qu'on croit être le succès dans la boîte où on est ou dans l'histoire qu'on se raconte. Mais en fait... la clé, c'est quand on est vraiment nous-mêmes, parce que là, on est forcément légitime.
Mais souvent, on ne sait pas qui on est. Philosophiquement, ça peut être l'histoire d'une vie, qui je suis. Moi, quand j'ai des parterres même de grands managers, de gens de 50 ans, ils ne savent pas la plupart répondre. Si je dois te dire en une phrase ou deux qui je suis, c'est très, très compliqué. Donc là aussi, il y a des méthodes un petit peu très pratiques que je décris dans le livre pour essayer d'arriver à identifier sa singularité. Et puis parfois, comme tu disais très justement au début, c'est les autres qui nous le font comprendre. Moi, je n'ai pas décidé du tout d'être conférencière ou coach. En fait, c'est quand j'ai écrit ce livre justement sur briser le plafond de verre, au départ, on m'a demandé d'aller faire des conférences. Moi, j'y allais tout à fait gratuitement en me disant, c'est bien, on va parler de mon livre. Et puis, il y a un ou deux conférenciers amis qui m'ont dit, mais là, tu commences à nous casser le marché, là. C'est un métier. Et en effet, je me suis dit, mais oui. Et comme tout d'un coup, mon agenda se remplissait tout le temps, et que c'était beaucoup plus facile que faire de la télé, finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime, c'est facile. Parce que souvent, en fait, ce qui est facile, ce qu'on fait naturellement, comme on le fait facilement, ça n'a pas de valeur pour nous. Et donc, reconnaître sa singularité, c'est pas seulement ce que j'aime, c'est qu'est-ce que je fais bien avec aisance. Et là, c'est facile, c'est easy, alors allez-y. Parce qu'en plus, tout le monde vous reconnaît. Ensuite, vous êtes bien payé, ça fonctionne bien, vous avez du succès, parce que ça correspond à quelque chose qui est au fond de vous, qui est naturel. Et peut-être que vous imaginiez pas DG, mais en fait, vous aimiez diriger au fond de vous. Et ça a été, et vous vous êtes révélé peut-être comme ça. Je ne veux pas usurper ce que vous allez dire, mais en fait, soi-même, on peut se rendre compte par le regard des autres que ah ouais, en fait, moi, je me suis rendu compte que j'adorais accompagner les femmes. Je le faisais tout le temps naturellement depuis 20 ans. Elles venaient toujours dans mon bureau, mes collègues. J'avais toujours la théière, le machin. On discutait à chaque fois. Elles me disaient, ça nous aide vachement, etc. C'était juste naturel pour moi. Et en fait, ah bon, ça peut être un métier. Ah bon, et ça peut avoir de la valeur. Donc des fois, quand on ne sait pas non plus quelle est sa singularité, c'est de demander aux gens qui vous connaissent le mieux, par exemple, voilà, quelles sont les qualités que tu me donnes et quelles sont pour toi quelle est la valeur que j'ai pour toi, cette valeur ajoutée, cette plus-value, vous l'appelez comme vous voulez, cette singularité. Et vous verrez, de faire ce 360 un peu autour de soi, les proches, les collègues, vous allez apprendre des choses sur vous. Et c'est là où ensuite, tu as prononcé ce verbe tout à l'heure, c'est aussi s'autoriser à se dire si ça a donc de la valeur, ça m'est naturel, ok, mais c'est aussi parce que je le travaille, où il y a l'inné, il y a l'acquis, mais cette valeur, j'ose la faire reconnaître. Tu parlais de vous allez être bien payé, ça c'est le deuxième travail à faire, c'est se faire accompagner pour à ce moment-là oser faire valoriser cette valeur. C'est quand même tout un cheminement pour le coup, mental ou psychologique, mais en tout cas, c'est tout un cheminement, surtout quand on est à son compte. Se donner de la valeur, c'est super dur. Et en fait, on se rend compte que si ça n'a pas de valeur pour nous, ça n'en a pas pour les autres. Si on met un prix super bas, les gens, ça a moins de valeur pour eux. Donc, c'est s'autoriser. Après, vous savez, selon où vous intervenez, vous pouvez évidemment faire des choses bénévolement, mais vous savez pourquoi, ou c'est votre association, ou c'est parce que vous venez comme ici et parler aux femmes et que ça a du sens pour vous. Mais c'est important aussi, quand vous avez une entreprise en face, de donner votre juste valeur. Et, au départ, vous dites « non, je ne veux pas oser, allez, j'y vais. Oh, » Ils ont dit oui. Alors, dis donc, je veux autant. Et puis après, ça vous booste, vous dites « bon, allez. » Et ça vous donne vachement confiance. Jolie. Quand on s'était parlé de tout ça, toi justement, quand on échangeait sur toutes ces notions, il y a un autre terme que tu avais évoqué et qui me paraît important aussi, parce que pour s'affirmer, il faut se sentir légitime. Et tu m'avais parlé justement de cet enjeu de la légitimité dans l'évolution de nos parcours professionnels et personnels. Oui, j'aimerais rebondir ce que tu disais, ça me parlait vachement, parce qu'en fait... Quand j'ai décidé d'écrire mon livre, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Que des échecs. Et finalement, je commençais à écrire en essayant de faire une belle histoire et je n'avais pas l'inspiration. Et puis à un moment donné, j'ai vraiment eu cette pensée interne qui m'a dit, mais écris ton histoire. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire. Et là, je ne pouvais plus m'arrêter. Je me réveillais à 2h du matin, j'écrivais, j'étais vraiment inspirée. Pourquoi ? Parce que finalement, mon histoire, mon échec, c'est que je ne voyais pas dans ma couleur un problème. J'étais
tant que j'étais dans ma famille, dans mon environnement, excusez-moi, je suis un peu émue parce que tant que j'étais dans mon environnement, j'étais bien. Et quand mon père me dit, mais tu ne seras qu'une immigrée, je ne le prends pas au sérieux parce que je me dis, t'es has-been, je suis à Paris. Et j'arrive en entreprise, on veut me mettre dans une case. Et on commence à me dire, mais Jolie, tu sais, il y en a d'autres qui se font embaucher, peut-être que toi, ta couleur pose un problème. Et moi, je me dis non, je me définis pas par ma couleur. Et là, j'ai quelques anecdotes. Je vais voir un RH à la fin de ma mission, comme d'habitude. Je vais le voir en demandant, mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a une ouverture? Et là, ce RH me dit, il n'y a toujours pas de poste. D'ailleurs, tu viens d'où? Je lui dis, je viens du Gabon. Ah, mais je rentre d'expatriation au Gabon, merveilleux pays, mes enfants ont adoré, etc. Toutes les conditions d'expatriés qu'on connaît. Il me dit, j'ai une idée. Je peux t'aider à te rapatrier dans ton pays. Et là, je te trouve un poste. Dans les 15 jours qui suivaient, il y avait l'équipe qui venait du Gabon pour me recruter, avec comme ordre de m'aider à me rapatrier. Et quand j'ai dit à cette équipe que je venais de me marier accessoirement quand même, à un blanc en plus, hein, et que du coup, voilà, ma vie maintenant, elle était en France, ils en étaient tous scotchés, parce qu'il avait osé l'écrire. Une autre fois, je vais voir cet RH qui me dit, mais Jolie, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toi? T'es femme, t'es noire. Est-ce que tu n'aurais pas un petit handicap? Mais on t'embaucherait rapidement, Jolie, dans les cadres des quotas. Ce serait rapide. Donc je lui dis non, je n'ai pas encore d'handicap. En tout cas, ma couleur n'est pas un handicap. Et je finis avec une dernière anecdote. Une autre fois, une RH me dit, écoute, c'est vrai, ça fait quelque temps, effectivement, tu coches toutes les cases, tu as fait tous les tests, machin, tu as un profil génial, international, qui matche bien avec l'entreprise, etc. On n'a toujours pas de poste pour cadre, mais on peut t'embaucher en agent de maîtrise. Et là, à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que je prends? Parce que la réalité, c'est quand même qu'on a besoin de travailler. Mais je me suis dit, je n'ai pas fait bac plus 5, plus, et j'ai dit non. Et cette dame est revenue après en me disant, en plus, ce n'est pas autorisé par la loi, enfin, etc., dans le grand groupe. C'était pas du tout. Elle a essayé quand même de pousser le dossier et on lui a dit, la bac plus 5, ce n'est pas possible. Et donc, toutes ces choses-là, finalement, venaient remettre en cause ma légitimité, pour faire le lien avec ta question. Est-ce que j'étais légitime à travailler dans ces grandes organisations? Et comme par hasard, alors que je ne souhaitais pas spécialement, moi, je rêvais de rentrer dans mon pays, travailler pour mon pays, et puis la vie en a décidé autrement. Donc, je me retrouve là et je me dis, finalement, suis-je légitime? Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai essayé de retourner dans mon pays quand même. Je suis rentrée et je n'osais pas trop dire à mon père ni à mes proches ce qui se passait, parce que forcément, je savais que je serais la risée. Donc, je vivais tout ça avec mon mari, je le gardais. Il y avait quand même ma mère qui a été une personne ressource et qui croyait et qui me disait « Si c'est ce que tu veux, vas-y, fonce ». Et donc, je suis rentrée au Gabon. Et là, j'ai dit à mon père, tiens, tu me parlais d'une voie tracée, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Il me dit, mais bien sûr, va rencontrer le ministre des Affaires étrangères. Je lui fais un mot et tu vas commencer, c'est un petit job, tu vas commencer comme conseiller du ministre. Et je vais rencontrer le ministre qui est assis dans son énorme bureau qui faisait déjà plus que la taille de mon appartement parisien. Et puis là... Donc moi, en bonne parisienne, je veux lui faire mon entretien en lui disant « Voilà ce que j'ai fait, voilà ». Il me dit « C'est bon. C'est bon. Tu es la fille de Georges, non? C'est bon. » Et là, ça m'a scotché. Et je me suis demandé, est-ce que c'est ça que j'ai envie, d'être la fille d'eux? J'essayais de lui dire, mais il m'a dit « C'est bon. On signe le décret, il est préparé, il passe en conseil de ministre. Tu veux commencer quand ?» J'ai dit, je reviens vers vous. Et là, j'ai pris mon avion, j'ai dit à mon père, deuxième déception, je ne peux pas. Et je suis revenue en France. La situation n'était pas pourtant meilleure pour moi à Paris. Mais j'avais choisi finalement de continuer, parce que la légitimité, je l'avais. J'avais fait le parcours, j'avais fait mes études, voilà. Pour moi, c'était ça. Et j'ai décidé de m'accrocher sur cette légitimité. C'était ma légitimité. C'est là où effectivement tu m'avais dit
ce n'est pas parce qu'à ce moment-là, je n'y suis pas encore arrivée que cela remet en question qui je suis. Et qu'il y a une différence, on a parlé du regard des autres, des petites phrases qui peuvent nous détruire sans qu'on en a conscience. Ça, je sais que c'est aussi tout ce que tu as reçu pendant des années, ces petites phrases parasites et toxiques qui font à la fin partie de notre inconscient, mais où il faut faire ce travail de déconstruire pour se rendre compte ce que l'on a reçu et qui l'on est vraiment. Et tu dis, toi, je lis aujourd'hui, il y a une lionne qui sait se défendre. Et en disant, j'ai réalisé, parce qu'à travers tout ce parcours, je vais revenir sur autre chose aussi, tu as dit, moi j'ai réalisé que c'était à moi de me défendre, parce que personne ne le ferait pour moi. Et tu as démarré, quand je t'ai posé la question sur, j'ai voulu écrire un livre en me disant, en fait, je vais mettre que des échecs. Tu as parlé après de l'histoire que tu as eu envie de raconter et où tu te réveillais même la nuit pour l'écrire. Et moi, ce que je trouve très très beau, c'est que tu parles à la base d'échecs, mais que le titre de ton livre, c'est « À la conquête du bonheur professionnel ». Le mot conquête, ça impulse quelque chose de ouais, j'ai un rêve, j'ai une envie, je vais le chercher, je vais conquérir ce que je veux pouvoir mériter. Et le bonheur, parce que tu voulais être heureuse professionnellement. Et je trouve ça magnifique de quand tout à l'heure tu as dit, je me suis dit, je vais écrire un livre et ça va démarrer sur des échecs. Et je me dis, punaise, elle en a fait un truc, c'est à la conquête. Mais à la conquête de quoi? Mais du bonheur professionnel. Et que tu t'es construite en dépit de tous les obstacles, finalement. Exactement, parce que conquête, pourquoi pareil, on m'a demandé pourquoi tu mets conquête. Parce que je savais que c'était à moi d'aller le chercher. Et c'est vrai que des fois, quand on passe par des moments difficiles ou quand on est dévalorisé, etc., la facilité, la solution de la facilité, c'est la victimisation. À un moment donné, dans ce grand groupe, il y en a qui sont venus me voir en me disant « Mais tu peux forcer le groupe à t'embaucher. » Alors moi, j'ai un tempérament, je pense que c'est un cadeau du ciel, je suis assez calme. Quoique, jusqu'à ce que j'ai des enfants. Parce que dès qu'on a des enfants, on découvre des colères. On devient un peu hystérique, mais tout ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais avant ça, et pendant toute cette situation, je n'avais pas d'enfants. Justement, je ne voulais pas faire d'enfants parce que pour moi, les enfants, ce serait un obstacle pour moi. Il fallait déjà que je me stabilise il fallait que je trouve quelque chose. Et je ne voulais pas faire recours. J'avais aussi une autre solution de facilité, c'était soit me victimiser, soit aller voir mes parents. À cette époque-là, il y avait des discussions au niveau du gouvernement, etc. Mon père avait une position, mes oncles, etc., qui ont toujours eu une position. Et quand il venait à Paris, comment ça se passe pour toi? Moi, je lui disais, ça se passe bien. Pas parce que j'étais dans le déni, mais parce que je savais que j'allais arriver. Ça prenait juste un peu de temps, mais j'étais convaincue à l'intérieur de moi qu'il n'y avait pas de raison que je n'y arrive pas. Et à un moment donné, quand j'ai choisi de raconter mon parcours, je me suis dit, mais quel est le titre qui finalement résume cela? Est-ce que c'est la recherche larmoyante d'un poste de travail? Non, c'était une conquête parce que l'autre solution, l'autre option qu'on a et que moi je veux vous donner, vous encourager, parce que la différence, qu'on soit femme, noire, verte, jaune, on a toutes les mêmes difficultés. On a tous ces problèmes de légitimité, de confiance en nous, etc. Ça, c'est très vrai. Et j'avais décidé de me dire, je ne vais pas me larmoyer, je ne vais pas en vouloir à la terre entière, parce que j'ai eu des mots très dévalorisants, très, très durs. J'avais décidé que mon combat, ce n'était pas les gens. Mon combat, c'était aller vers mon objectif. Et donc, pour répondre à ta question, oui, j'avais des raisons d'être en colère. J'avais des raisons d'en vouloir quand un jour, une petite anecdote, mon directeur m'appelle. Alors, il avait tellement peur qu'il ne savait pas comment me le dire, donc il m'envoie vers ma N+2 en disant « Jolie, on te convoque. En fait, en gros... on n'est plus dans les règles puisqu'on a dépassé la durée limite. Vous savez que l'intérim, c'est quand même limité. Même si à chaque fois on trouvait, les entreprises, des fois elles sont très ingénieuses, on trouvait toujours des solutions. Et là ils me disent, mais en fait on a remonté le sujet au niveau des RH. Donc les RH ont mis le haut là, on dit, Jolie, Andrés, vous l'embauchez ou vous la sortez?
Donc j'ai eu un moment, un vague espoir que ma situation allait être régularisée. En plus, elle me dit que c'est monté au niveau du DRH groupe, un groupe de plus de 100 000 collaborateurs. Vous imaginez, on lui a emmené le dossier de Jolie. J'étais flattée. Je me suis dit, quelque chose de bon va en sortir. Mais par contre, elle me dit, il faut que tu quittes l'entreprise maintenant parce qu'on est en risque. Je dis, OK, je reviens quand? Ah, on te fera signe, on ne sait pas trop. Il faut que le DRH statue. Donc je rentre chez moi, alors, je veux vous dire, j'ai fait un accident ce jour-là. J'ai pris le poteau qui était juste devant moi. Heureusement que je n'avais rien eu. Et le lendemain, donc mon directeur, il reprend la main, il m'appelle, il me dit « Jolie, on a une super nouvelle à t'annoncer, c'est que tu vas pouvoir revenir demain. Par contre, on a quand même une petite mauvaise nouvelle, c'est que tu as 1 mois pour quitter l'entreprise. » OK, parce que là, on est arrivé au bout du bout, on ne peut plus rien faire pour toi. Et donc, je suis revenue, et pendant 1 mois, j'étais en colère. Mais toute cette énergie, je l'ai mise en me disant, cette entreprise, elle ne veut pas de moi. Forcément, ça a été dur parce que tout ça, ça a duré 10 ans. Évidemment, moi, je postulais par ailleurs, mais l'entreprise me collait un peu à la peau. Quand les recruteurs ils regardaient mon CV, ils disaient, mais vous avez déjà fait tout ce temps dans l'entreprise, pourquoi elle ne vous embauche pas? Et pourquoi ce sera à moi de vous embaucher? Enfin, donc, ça devenait un peu un cercle. Et je suis restée pendant ces 1 mois. J'ai fait mon travail. Et je suis de nature joviale, donc je souriais. Et les gens me regardaient en me disant, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Les gens, ils ne savaient pas. Mais voilà, mon énergie, je l'ai mise ailleurs. Et je suis partie. Ça s'est terminé par un échec. J'ai quitté l'entreprise. Ça a ouvert surtout de nouvelles opportunités. Exactement. Ça a été un mal pour un bien. Je suis partie dans une autre entreprise et puis là, donc ça se passait très bien. L'entreprise voulait m'embaucher. J'avais fait tout le process, donc j'étais pendant 2 ans. Et puis au moment de signer le contrat, il y a juste eu une directive groupe qui gelait les embauches. Donc à ce moment-là, voilà, je suis tombée enceinte, ce que je ne m'autorisais pas. Est arrivé, voilà, j'ai fait un déni de grossesse. Et quand je suis tombée enceinte, je n'avais pas le choix, il fallait que je parte en congé mater. Et là, j'ai passé des entretiens et j'ai été prise dans l'entreprise où je suis. Mais c'est une autre histoire encore. Aurélie, qu'est-ce que ça t'inspire, là, tout ce que tu viens d'entendre? La danse des fesses, les filles. La danse des fesses. Coronavirus. Ah, je suis désolée. Je suis très câlin, alors c'est vraiment très compliqué pour moi. Non, ça m'inspire beaucoup ce que vous racontez parce que ça me parle énormément et j'ai envie de rebondir aussi sur une chose qui pour moi a aussi beaucoup de sens, qui est effectivement écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment au plus profond de vous-même parce que quand j'entends parler de ce qu'on aime faire, tout ça, moi j'ai énormément travaillé là-dessus. Les autres aussi m'ont aidé en fait à travailler là-dessus. Je ne m'en rendais pas forcément compte et aujourd'hui j'ai appris aussi à quelque part manager par les talents. Manager par les talents, ça me parle beaucoup parce que aujourd'hui, j'écoute chacun de mes collaborateurs aussi et j'essaie de voir où est-ce qu'ils sont bons. Et j'ai complètement changé ma façon de faire auprès de mes collaborateurs parce qu'on a changé la façon de faire avec moi au départ. C'est-à-dire que avoir un poste comme j'ai aujourd'hui, pour moi, je n'étais pas capable de faire ça, mais quelque part, en fait, aujourd'hui, je me dis, de par ma facilité, parce que j'adore discuter, j'adore trouver des solutions aux problèmes des uns des autres, d'être un soutien, de mettre des challenges en place, tout ça. Et en fait, je ne me rends pas compte que mon boulot me colle à la peau complètement. Et ça, je pense que sans avoir pris conscience aussi de ce que j'aimais faire, aujourd'hui, je ne serais pas aussi épanouie. Et donc, me dire aussi que je dois m'écouter, je dois m'autoriser aussi à me dire que j'ai le droit de faire ce que j'aime
dans ma vie au quotidien. Alors il y en a, ça va passer par la cuisine ou des choses. Je pense qu'en fait, chacun de vous doit s'écouter dans ce que vous aimez faire profondément, dans vos qualités, dans les choses qu'on peut dire aussi vos amis par rapport à vous, à ce qu'ils peuvent ressentir. Parce qu'il y en a qui vont vous dire aussi, tu es toujours en train de parler de chiffres, tu es passionné sur les choses. Et peut-être aussi qu'il faut écouter ça. Et donc, on écoute beaucoup les autres, mais pas assez soi-même aussi. Et donc, c'est de faire un mélange avec tout ça et de se dire, peut-être qu'en fait, il y a quelque chose qui va sortir de tout ça et qui va vous conforter dans ce que vous avez envie de faire plus tard. Parce qu'aujourd'hui, on se cherche énormément. Je vous l'ai expliqué, moi je me suis cherchée mais tellement de fois sur tellement de choses différentes et sur des compétences auxquelles j'étais absolument, pour moi, pas capable. Alors on apprend tous, la compétence, on va l'apprendre, mais le talent, c'est inné, en fait, c'est en vous. Et je pense que d'abord, plutôt que de parler de compétences, moi aujourd'hui, je ne recrute plus par les compétences, c'est fini. Alors, c'est hyper récent, hein, donc vous inquiétez pas, je n'ai pas appris ça. Voilà, donc pour vous dire qu'on en apprend tous les jours. Et aujourd'hui, en fait, définitivement, quand je mets en place un poste et que je recrute, je le fais par les talents et non plus par les compétences. Pour moi, une compétence, ça s'apprend. Un talent, c'est inné. Et quelque part, c'est ce qu'on recherche. Et notre équilibre intérieur, il passe par le talent. Magali, tu veux... Je veux quoi? Petite réaction? Ça me fait penser à, je ne sais pas si vous avez vu les TEDx de Jérémy Lamry, hein, mais effectivement aujourd'hui il dit que les compétences de l'avenir, c'est plus du tout celles d'hier. Alors il parle pas forcément de talent, c'est pas son vocabulaire, mais il parle de créativité. C'est les 4 C. Alors il faut que je les retrouve. Mais il parle d'esprit critique, de créativité, de collaboration et de communication. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est là-dessus que les boîtes vont recruter, hein, à l'avenir, parce que c'est ça que les entreprises recherchent, clairement. Donc, allez chercher, vous, hein, c'est ça le conseil que je peux donner quelque part, quels sont, parmi ces 4 grands champs, où il est, vous, votre talent, pour le coup, où est votre facilité pour pouvoir la mettre en avant au moment de, alors, soit postuler, hein, soit vous lancer carrément dans votre prochain projet. Il y a une chose qui se dégage, il y en a plusieurs, mais qui se dégage profondément de ce que vous partagez avec nous. C'est aussi, il y a une notion de temps, en fait, parce que tout ce dont vous parlez, apprendre à se redécouvrir soi-même, à refaire connaissance avec soi-même, à avancer à travers des obstacles, des épreuves, des difficultés, et sans perdre... sans se perdre sur le chemin et sans abandonner, ça prend du temps. Et quand on est, par exemple, en phase de reconversion, de transition, de remise en question, de là, j'en suis là, et on aurait envie et besoin, émotionnellement parlant, déjà, de se dire, faut que je trouve une solution vite, et qu'après, ça se fasse vite. Mais tout ça, ça prend énormément de temps. Et on n'est pas dans une société où le temps, on lui accorde une place noble, parce que c'est genre la performance, elle est rapide, elle est efficace, elle est tout de suite, elle est maintenant. Et si on n'a pas retrouvé les réponses à ces questions tout de suite, ça va être compliqué, on n'est peut-être pas dans le... Et moi, voilà, dans ce que chacune d'entre vous, vous avez poursuivi sur votre chemin en développant des nouvelles choses, en créant des choses, mais en vous accordant ce temps-là. Alors, parfois dans la souffrance ou mais avec un autre truc qui me paraît aussi essentiel, c'est que souvent on dit dans ces moments-là, mais alors comment on fait pour pas abandonner? Parce que les émotions, elles sont lourdes à porter. Et puis souvent, vous avez toutes des enfants, il y a plein de choses où c'est pas évident. Ça met en danger plein de choses, soi, sa famille. Mais l'autre chose qui se dégage pour tenir dans le temps et qui apparaît à travers vos témoignages, c'est là, dans le texte, c'est le mot rêve, mais en fait, plus simplement, c'est la motivation. Quel est le moteur qui fait que chaque jour, vous arrivez à avancer, même si des fois, vous avez peut-être envie d'abandonner, de lâcher prise, de dire, attends, je vais peut-être accepter l'offre du ministre. Ouais, mais à un moment donné, malgré les claques, malgré les larmes, malgré eh ben non, je continue. Mais vous avez une motivation
qui vous est propre, au-delà d'un rêve ou d'un truc qui vous tient à cœur, quoi. Je t'en prie, Florence. En effet, la motivation, ce que j'ai dans le ventre. Moi, je suis d'origine grecque, on dit kéfi. Il n'y a pas ce mot en français. Là. Kéfi, c'est marrant, ça fait penser au kiff. Mais c'est vraiment l'envie avec un grand E, quoi. Ce qui me donne la joie au cœur quand je me lève, que j'ai envie de faire. Et il y a une autre chose qui m'a fait rebondir, le temps. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps souvent à vouloir ce que les autres ne nous donnent pas. Et on va en force, on va en force, on va en force. Et moi, je me suis rendu compte, moi j'ai fait ça en télé. En télé, toi aussi, c'est dur la télé. Tu proposes plein de sujets, tu sais qu'ils sont bons et on ne te les prend pas. Et tu dis, mais c'est pas possible, on va me les prendre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est le moment où tu lâches prise que les choses arrivent. Alors c'est vrai que ce grand mot, lâcher prise, alors, on l'entend et les gens nous disent, ouais, vous êtes bon avec votre lâcher prise, c'est ça. Mais c'est incroyable comme ça se vérifie. Et vous, peut-être à un moment donné, vous avez dit, ok, ben, je lâche cette boîte, quoi. Et puis finalement, vous avez trouvé une boîte qui... Mais à un moment donné, c'est lâcher ce qui ne va pas. Et tu vois, dans mon livre, j'ai aussi... je donne beaucoup d'exercices pratiques, mais j'ai voulu qu'à chaque fois, ça soit très nourri d'expérience. Donc j'ai interrogé toutes celles qui ont qui ont brisé le plafond d'air, qui ont réussi, une centaine de femmes, pour essayer aussi d'avoir chacune, ce qui les a justement fait dépasser leurs freins. Et beaucoup, à un moment donné, ont coupé. Le temps, des fois, c'est couper, changer d'espace, en fait. C'est juste ça. C'est pas forcément un temps long. C'est une coupure dans son temps. Et donc, l'une est partie chez les chamans en Amazonie. Et puis, elle s'est rendue compte qu'elle voulait faire des RH. Elle est revenue à Paris dans le groupe Accor. Elle n'avait pas son bac en disant « Moi, je veux être DRH ». On lui a dit « T'es gentille, ma petite. » Elle a dit non. Elle s'est formée, etc. Elle est devenue DRH Monde du groupe Accor. Et l'autre, elle est partie faire une retraite en Inde. Et elle s'est dit, mais enfin, parce qu'elle avait entendu parler d'entreprise libérée, elle s'est dit, comment je fais pour libérer mon entreprise ? Déjà, il faut que je lâche prise. Parce que souvent, on veut contrôler tout quand on n'a pas confiance. Et donc, elle s'est dit, OK. Elle a dit, je pars, je donne les clés de mon entreprise à une boîte de com. Je parle de Marion Dariotor, qui est une femme extraordinaire. Elle a donné la clé à ses employés en disant, je pars quelques semaines en Inde. Et elle s'est dit, ce qu'on ne dit pas dans les manuels d'entreprise libérée, c'est que si je veux libérer mon entreprise, il faut peut-être que je me libère moi-même et que je lâche prise. Et au bout de 6 semaines, elle est revenue, OK. Et donc, elle a tout libéré. Donc, c'est entreprise horizontale, on libère les postes de direction, machin, etc., les réunionites qui ne servent à rien. Et elle l'a fait. Et après, ses salariés étaient super heureux, les résultats sont repartis, etc. Mais il y a souvent un moment donné où moi, je sais, quand je me suis autorisée à écrire ce livre, j'ai lâché, il m'est coulé de source, c'était incroyable. Il m'est coulé de source. Je n'ai pas essayé de faire un bon livre, j'ai essayé de faire quelque chose juste qui soit authentique, et les gens l'ont reçu comme tel. Oui. Et on voit dans des best-sellers où souvent les gens ont juste, c'est pas qu'ils écrivent mieux, on ne cherche plus des Chateaubriand, comme me disait un éditeur récemment, mais à un moment donné, ils l'ont fait avec leur cœur. Et des fois, lâcher prise, c'est aussi lâcher prise sur le mental et parler avec son cœur. Donc, on revient sur l'envie fondamentale, en fait. Oui. Vous aurez chacune le micro. Promis. Merci. Je voulais rebondir. Effectivement, à un moment donné, quand on s'accroche, c'est pour des raisons qui peuvent être légitimes. On se rend compte qu'il y a un mur et on n'arrive pas à passer outre. Et lâcher prise, ça peut être considéré que c'est un échec, on n'y arrive pas. Mais comme tu le disais, derrière un échec, il y a une porte qui s'ouvre. Là, on a eu notre grande patronne qui est partie. Et moi, je lui ai dit, j'ai eu le courage, et peut-être que d'autres aussi lui ont dit, je lui ai dit, lâchez prise. Derrière ça, il y a une autre porte. Il y a certainement d'autres horizons. Et tu lui as offert ton livre ? Je lui avais offert avant. Mais il faut savoir ce que l'on peut considérer comme un échec. Des fois, peut être juste un autre moyen, un autre chemin. Voilà, on peut le trouver, mais parce qu'on aura déjà accepté de se dire, ben là, j'y arrive pas, reconnaître. Et la deuxième chose, moi, j'avais du mal aussi à lâcher, parce que je me disais, mais cette entreprise, j'y suis depuis longtemps, j'y suis légitime maintenant, même si... Parce que la bonne nouvelle, c'est que quand même, chaque fois que mes contrats étaient renouvelés, j'avais des promotions en intérim. Hein, super. Mais quand même, c'était une reconnaissance d'une certaine manière de mon travail.
Et je ne voulais pas lâcher parce que je me disais, mais j'y suis depuis longtemps, je vais repartir dans une autre entreprise, il faudra que je recommence. Je connaissais du monde, etc. Ça ne m'a pas plus aidé, mais je me sentais bien aussi dans cette entreprise. Et la deuxième chose aussi, c'est que par rapport à tous mes copains de promo, on y était tous arrivés de toute la grande famille de l'élite gabonaise. On a fini nos études quasiment au même moment. Ils sont rentrés aujourd'hui, ils avaient des postes, ils ont des postes. Quand je me retrouvais avec eux, ce qu'ils me renvoyaient, c'est que moi, j'étais en échec. Mais à un moment donné, j'ai considéré plutôt mon objectif par rapport à moi-même, pas par rapport aux autres. Parce qu'on a tous notre timing, on a tous notre rythme et on a tous notre voix. Aurélie, sur le temps, la motivation et ce que tu viens d'entendre. Oui, sur effectivement le temps, la motivation et l'échec. Alors je vais commencer par l'échec aussi, parce que moi l'échec, il m'a beaucoup apporté aussi. Le dernier que j'ai en tête, c'est effectivement, je me retrouve dans mon parcours à Pékin Express. Il y a beaucoup de choses aussi qui rejoignent cette aventure, mais qui aurait pu être une autre aventure de ma vie. C'est celle-ci, voilà. Et je me rappelle encore la défaite que j'ai pu avoir à l'époque avec ma sœur, qui a été pour nous une vraie défaite. On pensait gagner à ce moment-là, et à 2 minutes, tu t'en rappelles, Sandrine, on a eu du mal à faire la fête d'ailleurs. Mais en fait, on a perdu. Mais quelque part, en fait, avec ma sœur, à ce moment-là, quand on a perdu cette victoire qu'on pensait vraiment avoir, ça nous a ouvert les yeux sur énormément de choses, et de se dire, en fait, est-ce qu'on a réellement perdu ? Et à cette question-là, on a su y répondre toutes les deux tout de suite et très rapidement, en se disant, en fait, on n'a pas perdu. On a juste tout gagné, quoi. En fait, on a gagné quoi ? On a gagné ce qu'on était venu chercher. Et il y a des moments, c'est cette question-là aussi qu'il faut se reposer, et de se dire, est-ce que l'échec aussi est un réel échec, ou est-ce que cet échec-là, en fait, va pas vous amener à d'autres choses, et est-ce qu'il vous a pas apporté quelque part ce que vous étiez venu chercher ? Et avec ce timing du temps, malgré tout, 12 ans après, je viens de voir une interview de Pauline et toi, et où c'est 12 ans après, on est venu prendre notre revanche. Ouais, mais le truc exceptionnel, et c'est que du coup, en fait, c'est vrai que quand le producteur nous a passé un petit coup de téléphone pour nous dire écoutez les filles, j'ai envie que ça soit vous cette année qui soyez dans l'aventure, on s'est regardé, en plus on était toutes les deux, mais sans hésitation, quoi. Mais oui, quoi. Mais en fait, on a une revanche à prendre. Alors, quelle revanche à ce moment-là ? C'est une revanche de plus, de se dire qu'on va peut-être pouvoir remporter cette fois-ci, que quelque part on va aller rechercher un nouveau challenge, que ça va nous apporter d'autres choses. À l'époque, Pauline avait un vrai manque de confiance en elle, et de se dire que c'était quelqu'un, enfin ma sœur est un handicap, elle est sourde d'une oreille, et quelque part, elle voyait qu'à travers moi, grande sœur de 5 ans plus âgée, de se dire, Aurélie, elle a toujours tout réussi, enfin bon, tout ça. Je pense qu'en fait, j'ai une vraie façade que j'arrive à véhiculer un petit peu partout, parce que j'ai pas forcément plus de talent qu'elle, parce que c'est une nana complètement exceptionnelle, qui elle aussi est maman de 2 enfants, et qui à l'époque était maman d'un petit garçon de 16 mois la première fois qu'elle est partie. Elle est quand même partie pendant 55 jours. Nous, on n'avait pas d'enfants, et oui. alors on la voyait triste, on prenait absolument pas ça en compte, parce que ça nous parlait pas du tout. Complètement. Et à l'époque. Et à l'époque, oui, parce que et c'est vrai que je la regardais en disant, bon, c'est bon, ton gamin, il est là-bas, t'es en train de vivre un truc complètement exceptionnel, tu arrêtes 2 minutes, quoi. Mais parce que j'étais pas maman, et donc et c'est vrai que la première fois, elle avait un vrai manque de confiance en elle, et systématiquement, j'ai dû la pousser, la tirer énormément, et aussi lui faire prendre conscience que elle pouvait avoir confiance. Quel message chacune vous voulez délivrer pour clore cette table ronde ? Et Florence, tu veux proposer quelque chose ou pas ? Ouais. Alors, on va démarrer par Magali. Je ne peux pas faire autrement que de dire ayez confiance en vous. C'est fastoche.
Non, osez, voilà, posez-vous cette question quand vous avez une hésitation. J'aime bien. Est-ce que ma vie en dépend? Ça me plaît, ça. Je trouve ça chouette. Moi, je dirais, j'aime beaucoup cette phrase et qui, chaque jour, fait partie de mon quotidien. C'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Alors, moi, je dis que on est dans une société où beaucoup de choses sont superficielles. Et je parle en particulier dans le monde de l'entreprise où on est dans le paraître. Moi, je dis, soyons qui on est. Soyons authentiques, soyons nous-mêmes. Voilà. Super, on a parlé du cœur, du mental. Moi, je vais vous proposer de travailler le corps. Donc, de vous lever toutes, parce que le corps va vous donner confiance. On a appris, c'est Ami Cuddy qui nous apprend ça, on sait en PNL. Alors, je vais vous proposer de prendre la posture de Wonder Woman. Vous savez, la main sur les jambes écartées de la largeur du bassin. Voilà, Wonder Woman. Et vous allez prendre 2-3 minutes, quand vous avez le temps, je ne sais pas là sur Lisa. Mais Amy Cuddy, qui est une chercheuse à Harvard, elle a démontré, on savait en PNL que la posture qu'on prend influence ce que les gens vont penser de nous. Si vous avez une posture ouverte, etc., vous allez donner beaucoup plus confiance aux gens en vous et vous allez apparaître beaucoup plus assuré. Mais ce qu'elle a montré, c'est que la posture de puissance qu'on a, elle nous donne confiance à nous-mêmes. Elle joue sur nos hormones. Elle joue sur notre taux de testostérone. Donc, vous prenez cette posture de puissance et elle nous explique que ça augmente, si vous la tenez pendant 3 minutes, votre taux de testostérone de 20%. Et ça fait baisser le fameux taux de cortisol, le taux de stress. Ça fait baisser le cortisol de 25%. Donc, avant un entretien important, avant une interview, avant ce que vous voulez, un entretien d'embauche ou quoi, vous prenez cette pose de Wonder Woman, vous la tenez pendant 2-3 minutes et vous verrez, vous allez vous sentir beaucoup plus confiante et vous allez arriver à votre entretien. Donc, vous aurez les ressources finalement du bon leader, c'est-à-dire que calme et confiance et puissance. Et on finit comme ça. On a commencé. On a commencé avec le corps en se disant bonjour avec les fesses, on finit en Wonder Woman, c'est normal. Merci infiniment, mesdames, pour vos précieux partages. Merci à toutes et tous pour votre attention, votre présence. J'ai mangé toutes les minutes de la table ronde et il n'y a pas d'échange, mais ça peut se faire en dehors. Et puis vous enchaînez, voilà, Jolie et Florence avec les dédicaces de vos livres au niveau de la librairie vers l'accueil. Foncez, attrapez-les, parlez-leur, c'est trop du bonheur. Merci à toutes. M'arriver. Je voudrais vous demander, juste, on a parlé finalement de plein d'émotions aussi à travers ce qu'on vit et les freins limitants. Et Magali, et Aurélie, ça fait partie aussi de ce que tu as eu on a toutes à affronter. Tu as évoqué le mot stress en début du... Et le stress, ça reste aussi... Enfin, ça peut faire partie de notre adrénaline, mais on peut se retrouver paralysé quand parfois on a le sentiment que les enjeux sont très grands, parce que ce n'est pas forcément un sentiment, c'est une réalité. Quelle place on doit lui donner à ce stress? Comment on fait pour avancer avec le stress? Bon, je vais essayer de faire super court. C'est un vaste sujet aussi, ouais, c'est clair. Déjà, juste en termes de terminologie, au départ, le stress, on confond le stress, c'est-à-dire la réaction qu'on a avec l'événement stresseur. Parce qu'en fait, au départ, le stress, c'est quelque chose qui est extérieur, si vous voulez. Enfin, non, pardon. On considère ça comme ça, mais la réalité, c'est que la définition, le stress, c'est une réponse d'adaptation de notre organisme face à un événement stresseur. Donc, c'est juste quelque chose de très positif. D'accord. Tu peux me redire ta question? Une fois qu'on accepte de se dire éventuellement, je peux le regarder sous une manière positive, comment je fais pour malgré tout avancer avec le stress? Parce qu'avec le stress, on laisse les peurs débarquer, nous envahir en fait. C'est pas se laisser submerger par des choses qui... L'enjeu, c'est de relativiser, hein, en réalité. C'est que une situation, c'est vous qui décidez qu'elle va être stressante ou pas stressante. Parce que si jamais je prends le cas d'un entretien d'embauche, je prends le cas d'une compétition, mais peu importe ce que vous allez prendre, finalement, c'est quoi? C'est juste une situation donnée. Une compétition, c'est quoi? C'est le combat d'une fille contre une fille.
Le fait que vous soyez au premier tour ou en finale, que vous soyez au championnat de France ou aux Jeux Olympiques, c'est quoi la différence? C'est toujours un combat à mener. Hein. Un entretien d'embauche, c'est quoi? C'est une rencontre entre deux personnes. Hein. Et simplement, on laisse la conséquence et l'enjeu prendre le dessus. Hein. Mais si vous vous focalisez sur ce que vous avez à faire, c'est ça la clé. La clé, c'est se focaliser sur ce qui nous appartient, ce qu'on peut produire. Donc, dans le cas d'une compétition, c'est voilà, comment est-ce que je vais m'y prendre pour gagner ce combat? Je la connais, je la connais pas, la fille, je décide de faire telle ou telle technique, je mets en place telle ou telle tactique. Dans le cadre d'un entretien d'embauche, c'est OK, qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que je mets en valeur chez moi? Comment je suis capable de m'adapter ou pas aux questions qui vont me poser? Comment je décide de réguler mes émotions? Comment je prends le temps de respirer à chaque question à laquelle je n'ai pas la réponse tout de suite? Mais on peut décliner ça à toutes les situations en réalité. Parce qu'on peut partir sur quelque chose de plus gros. C'est OK, je dois lancer ma boîte. Hein. Au moment où je vais signer, enfin, voilà, on pourrait prendre plein d'exemples. Donc, en gros, comment vous changez le regard sur la situation que vous allez affronter. Pour moi, c'est ça le maître mot. Et c'est ça relativiser, en fait. Ouais, c'est regarder factuellement une ça. situation donnée en enlevant tout ce les qui enjeux. Ouais. C'est les les enjeux qui conséquences. amènent l'émotion Bien sûr. et être submergé après Si vous- par... Alors après, c'est facile à dire. Hein. Non, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est-à-dire, on n'est pas des robots, voilà, on n'est pas des machines. Donc, on est des êtres d'émotion. Et c'est bien. Le tout, c'est de réussir à les maîtriser suffisamment pour pas qu'elles nous handicapent. Hein, on parle de bon stress et de mauvais stress. Donc, en gros, c'est comment j'arrive à ce que l'enjeu soit suffisamment élevé pour que je mobilise toute l'énergie, tout ce dont j'ai besoin, mais comment je ne vais pas trop loin pour ne pas m'effondrer en restant sidéré derrière justement les enjeux, etc. Punaise, moi, mon stress, là, je vais te laisser la parole, Aurélie, mais c'est l'heure. Et je me dis, oh, c'est tellement frustrant. Ouais. Mais poursuis, dis-moi. Non, juste un petit mot parce que moi j'en ai du stress et au quotidien je dois gérer beaucoup de stress et donc effectivement aussi on a un peu chacun notre méthode et aujourd'hui je me dis il faut plus que j'ai peur de ce moment que je vais avoir de stress et donc on a toutes des petites techniques. Alors il y en a qui ont besoin de respirer profondément et d'avoir un souffle profond. Il y en a d'autres, ils vont chanter. Et donc, je pense que chacun doit trouver en fait sa cellule de décompression par rapport au stress, soit en passant par le rire, soit en passant par voilà, je bois une boisson, ou j'en sais rien, ou je respire fort, ou j'appelle ma copine, enfin bon, etc. Et Petite danse des fesses. Pour ouais, une démarrer danse des table de fesses, ronde. par exemple, et tout. Là, qui était d'ailleurs super, qui nous a vraiment mis en confiance, parce que même moi, même s'il y a des caméras, que je connais le monde de la caméra, tout ça, je suis toujours énormément stressée quand je dois parler à énormément de femmes comme ça qui nous écoutent, et de me dire aussi, est-ce que je vais avoir les bons mots, pouvoir placer les choses, essayer de vous éclairer, de vous donner envie d'avoir cette niaque, d'avoir ce sourire, de repartir vraiment contente de ce qui a pu se dégager ici, parce que c'est important, on est venu là pour vous, hein. Pour nous aussi, parce que... Est-ce que vous pouvez lui répondre, s'il vous plaît? Parce que là, elle va pas bien. Est-ce que vous êtes contente? Bon, en tout cas, merci beaucoup. Mais moi, je me dis souvent quand je suis stressée ou quand je devais, surtout après toutes ces années, quand je devais me remettre sur le marché du travail, passer des entretiens et que, voilà, quand on postule à un certain type de poste, le process, il est plus long, il est plus compliqué, il nous demande vraiment d'avoir confiance en qui on est, en ce qu'on veut. Je me pose souvent une petite question et je me demande, est-ce que ma vie en dépend? Non. Et ça me détend. Mais je rejoins son point. On doit tout trouver quelque chose qui nous permet à un moment donné de relativiser. Parce que oui, il y a peut-être l'enjeu qui déclenche du stress. Mais moi, je me demande, est-ce que ma vie en dépend? Non. Et puis voilà. Exactement. La question qu'on peut se poser, au pire, qu'est-ce qu'il arriverait? Et je suis d'accord avec ce que dit Magali aussi, c'est que ça dépend complètement de nous, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le stress, on dit en neurosciences, stress égale situation extérieure fois ma stressabilité. Donc, si ma stressabilité est nulle, la situation extérieure, elle peut être hyper stressante, mais moi, comme ma stressabilité est nulle, mon stress égale 0.
parce que 1000 fois 0, ça fait 0. Que s'il y a une petite truc, vous savez, des gens qui stressent pour rien. Moi, j'ai un père, il stresse pour rien. Donc, le truc, il est 0,5, mais fois 10 000, son stress, il est à 10 000. Et donc, en fait, ça dépend de nous, la stressabilité. Et donc, c'est comment je joue sur cette donnée-là pour un effet. Regardez ce que font les grands chirurgiens. La personne, elle est peut-être en train de... La vie ou la mort, il y a 5 secondes. Mais s'ils n'ont pas travaillé sur la stressabilité, sur leur sang-froid, ils ne peuvent pas opérer la personne et la sauver. Donc, après, il y a des natures, hein, mais ça se travaille. Et ça, en neurosciences, par exemple, on le travaille.